Et en fait, on commence à parler, à se dire, bon, bah, peut-être on peut échanger un petit bout de saucisson contre un petit bout de yaourt. Et en fait, on a passé 4 heures à parler avec lui parce qu'il avait été architecte en résidence à la Villa Médicis. On a parlé ésotérisme, on a parlé spiritualité, on a parlé art. Waouh, on est au fin fond de nulle part. Tu vois, je sais même plus te dire ce petit nom de ce village. Et en fait, c'est comme ça qu'on aime voyager. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eva et Alexia sont sœurs et elles ont une relation qu'elles décrivent comme étant fusionnelle. Dans leur enfance, l'art et la cuisine ont occupé des places centrales. On s'est d'ailleurs rendu compte qu'on fait partie de la même team tous les trois, la team des gens qui apprécient autant le mélange non cuit du gâteau au chocolat que le gâteau lui-même. Bref, cette passion pour la cuisine et l'art, elles en ont fait un projet commun. Un projet d'aventure et de rencontre entre sœurs qu'elles ont nommé Saperli Poulette. À bord de leur van, elles sillonnent les régions de France à la rencontre de ce que notre pays a de plus beau à offrir. Un patrimoine gastronomique exceptionnel et une scène artistique d'une richesse infinie. Dans cet épisode, on parle de barbezieux, une race de poules rustiques qui a bien failli disparaître, d'exploitation de cacao et de l'importance d'être résilient quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Excellente écoute à vous. Super content de vous recevoir, Eva et Alexia. Franchement, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Quand vous m'avez envoyé ce message, je me suis dit que ça pourrait être une approche très intéressante et un type de sujet sur lequel on a pour le moment assez peu parlé sur le podcast. Donc vraiment, merci encore. Non, merci à toi. On est ravis. Et en plus, pour tout te dire, ça a été d'une efficacité parce que je suis tombée sur ton podcast. J'étais sur un autre dossier chaud, donc je l'envoie à Eva Nouche en mode regarde, c'est trop cool. Je crois que Eva t'a contacté en 2 minutes et tu lui as répondu 10 minutes plus tard. Genre vraiment, le truc s'est fait. On était genre waouh, trop cool. Donc on adore quand c'est aligné comme ça, c'est que les choses doivent se faire, c'est canon. Génial. Du coup, par curiosité, vous êtes où là en ce moment ? Vous êtes en vadrouille à la rencontre de nouvelles Saperli pépites ou vous êtes en pause chez vous ? On est en pause chez nous. Moi, je suis à Lyon et Alexia à Paris. Moi, je suis à Paris, oui. Ok, super. Et là, c'est toute la partie recherche de sponsors, financement pour repartir, parce qu'on a envie de repartir au printemps. Ah, génial. Génial. Allez, écoutez, on va en parler. En tout cas, ravi une fois de plus de vous recevoir sur le podcast. Ce que je vous propose en guise d'introduction, c'est peut-être tout simplement de vous présenter, de nous expliquer en quoi consiste cette folle aventure Saperli Poulette. et puis après, moi, j'ai plein de questions pour vous sur le projet, sur vos rencontres, sur cette chouette aventure que vous êtes en train de vivre. Trop bien. Et trop cool. Evanouche, tu veux commencer ? Comme tu veux. Bon. Oui, alors je commence si tu veux. Du coup, je m'appelle Eva, alias Evanouche, par ma sœur. Je suis ingénieure en agronomie et je suis une passionnée de chocolat de base, de cuisine. Et j'adore faire le lien, en fait, entre producteur et chef. J'ai passé mon CAP cuisine en candidat libre quand j'étais en césure. Et avant de se lancer dans Saperli Poulette, j'ai travaillé notamment chez Valrhona. Je sais pas si tu connais, mais c'est une entreprise qui fait du chocolat. Et avant ça, j'ai bossé en Équateur dans une exploitation de cacao où j'ai travaillé sur la traçabilité du cacao. Et je m'entends très bien avec ma sœur. Je fais le petit lien avec elle, du coup. On est très fusionnels. On a 5 ans et demi d'écart, mais on est très, très fusionnels depuis toute petite. On adore voyager ensemble et du coup, c'est un pur bonheur. Là, on te racontera mieux, mais de bosser ensemble là depuis 1 an maintenant. Génial. Merci Eva.
Et du coup, moi, c'est Alexia, donc l'autre sœur. Effectivement, Eva a une théorie du poisson pané, où elle dit que comme c'est une dormeuse, quand je suis née, elle a dormi encore un petit peu plus, et elle est née 5 ans plus tard, mais nous, on se considère effectivement comme jumelles. Et alors moi, je suis la partie plus cultureuse de la famille. Donc moi, j'ai fait plutôt des études de médiation culturelle. En sortant du bac, j'ai carrément fait une école d'art. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était créer du lien en fait entre les institutions, les artistes et des publics. Donc moi, j'ai bossé dans ce milieu-là pendant, ça fait affaire presque 10 ans maintenant, essentiellement à Paris, mais entre Paris et Rouen pour le dernier poste, et plutôt pour des festivals qui justement déjà dans l'idée de créer du lien. Mon premier festival qui a été mon coup de cœur amour, c'était sur un festival qui s'appelait Paris Quartier d'été, et déjà là l'idée c'était de faire sortir les Parisiens, leur faire aller leur montrer qu'il se passait autre chose de l'autre côté du périph', et de l'autre côté, à l'inverse, de dire aux gens qui parfois n'osent pas forcément franchir des lieux culturels, de leur dire, mais venez, en fait, la culture, c'est vraiment pour tout le monde. Donc moi, j'ai un parcours plus dans les relations publiques. Après, je travaillais au théâtre de la ville pendant 6 ans, et puis après, je suis partie à Rouen parce que je voulais quitter un peu Paris et voir comment ça se passait ailleurs, et notamment dans les maisons d'opéra, puisque moi je travaillais dessus depuis mon mémoire, hein, et donc je me suis retrouvée responsable du mécénat de l'Opéra de Rouen pendant à peu près 2 ans. Voilà. Et là, l'idée c'était encore plus dans le cliché de l'opéra, c'est pas pour tout le monde. Et l'idée c'était de se dire, si, en fait, même l'opéra c'est pour tout le monde. Et tu peux venir en princesse, mais tu peux aussi venir en jean basket, ça marche aussi. Voilà. Excellent. Ça a été quoi, du coup, en grandissant, vos relations avec la cuisine, le chocolat et l'art, la culture? Alors, le chocolat de base, depuis qu'on est toute petite, le gâteau qu'on fait pour nos anniversaires, c'est le chocolat. J'ai une image de moi, je sais pas si Poulette, on s'appelle Poulette entre nous. D'où ça parle Poulette. D'où ça parle Poulette. Mais de nous avec la casserole, et le bonheur qu'on avait, c'était pas de manger le chocolat, le gâteau au chocolat à la fin, mais c'était de manger la pâte du gâteau au chocolat. Et encore maintenant, elle fait genre que c'est vieux, mais en fait, non, mais on n'a plus l'image de ça. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'effectivement, tu vois, quand on fait un gâteau au chocolat, nos amis sont morts de rire parce qu'on fait le gâteau au chocolat pour tout le monde, mais nous, on se garde 2 petits pots à côté chacune, juste avec la pâte, et nous, c'est ce qu'on préfère. On mange à la cuillère. Et quand l'une n'est pas là, on se la garde dans le frigo en se disant, bon, ok, je t'ai mis la pâte au chocolat dans le frigo, tu pourras le manger en rentrant. Donc voilà. Ça me parle. Avec mes sœurs, on a un gâteau au chocolat qu'on fait systématiquement pour les anniversaires. Ah ouais? C'est la même recette depuis 15 ans. Ça me parle bien. Parce qu'il y a beaucoup de beurre dans ta recette. Il y a beaucoup de beurre, beaucoup d'œufs et beaucoup de sucre. Ouais. Ah ouais. Nous, on peut te donner nos petits tips. C'est le secret de notre gâteau, c'est on met de la fleur de sel, et surtout on met de la fleur d'oranger. Et ça, c'est canon. Voilà, à tester avec tes sœurs la prochaine fois. Ouais, exactement. Clairement. Et sur le côté cuisine, peut-être aussi, pour nous, je pense que le lien entre art et cuisine, il a aussi été assez naturellement, parce que on vient d'un milieu aussi où notre grand-mère, notre tante et notre mère sont artistes, et aussi il y a eu la tradition, tu vois, de cuisiner beaucoup en famille, entre femmes, et donc avec nos hommes qui nous servent d'inspecteurs des travaux finis, comme on dit, donc de goûteurs. Voilà, c'est du 21e siècle, ça évolue un peu. Le grand-père est plus inspecteur des travaux finis. Mais il faut un goûteur, il faut les goûteurs. Donc, et du coup, on a beaucoup cuisiné en fait, et c'est là où on se raconte les dernières expos qu'on a vues, les dernières choses, on teste, et c'est des traditions familiales qu'on a depuis des années. Donc ouais, on a toujours eu ce rapport à la cuisine. Et Eva, pendant le confinement, nous a régalé, si tu veux nous en parler. C'est ça. En fait, pendant le confinement, du coup, moi, c'était mon année de césure, donc j'avais fait une formation d'1 mois à l'atelier des chefs de cuisine. Et après, j'étais partie en Équateur parce que, en tant que passionnée de chocolat, je voulais voir des fèves de cacao et travailler dans le milieu. Et du coup, j'ai passé 4 mois là-bas. J'ai rencontré un chef qui m'a dit, j'ai un restaurant gastronomique que de cuisine.
que de pâtisserie. J'étais waouh, ok, je veux venir. Et du coup, je devais cuisiner avec lui et pâtisser avec lui au Mexique. Et là, il y a eu le Covid. Donc, j'ai été rapatriée et au lieu de pâtisser au Mexique et après à Copenhague, je devais bosser dans un restaurant semi-gastronomique qui travaillait avec ce qu'il faisait pousser sur son toit végétal. J'ai cuisiné pour toute ma famille avec la Bible du livre de recettes, mais les photos, ça date des années 50-60, donc c'est magnifiquement hideux, on va dire, mais je m'entraînais chaque jour du coup à faire toutes les bases de la cuisine française pour préparer mon CAP cuisine que j'ai passé en septembre après. Wow. Donc on a partagé ces moments-là aussi en famille. Ça me fait penser, rien à voir avec le confinement, mais récemment on a regardé avec ma femme Les Saveurs du Palais. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. C'est la chef qui cuisine pour le président. C'est ça, exactement. Génial. Exactement. Ouais. Et en fait, là, juste on vient à peine de commencer l'échange, mais de vous entendre parler de cuisine, de chocolat, de gâteau, en fait, ça me plonge un peu dans le même état d'esprit qu'en regardant ce film. On a juste envie de sortir, de se faire un énorme plat bien français, délicieux. C'est un beau film, c'est vrai. Ouais, il est génial. Ok, ouais, donc la passion chocolat, finalement, ça a été bien plus que juste, entre guillemets, les gâteaux pour les occasions spéciales. T'étais carrément parti à la source, j'ai envie de dire. Ouais. Pardon, vas-y. Oui, vas-y. Non, j'allais te demander qu'est-ce que t'en as. Alors, même si l'expérience n'a pas, in fine, ressemblé exactement à ce que tu avais imaginé initialement, mais qu'est-ce que t'en as. En quoi est-ce que ça a changé ta vision de la cuisine, de la pâtisserie, toutes ces rencontres, tout ce que tu as pu apprendre sur place là-bas? Moi, c'est plus le côté, parce que j'étais plus côté producteur que pâtisserie, justement. Et on avait quand même un petit labo pour transformer tes fèves de cacao en tablettes de chocolat et pour faire venir en fait des pâtissiers de toute l'Amérique latine faire leurs propres tablettes, des chefs chocolatiers. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que pour nous, c'est la base. Tu vois, toi, tu parles du gâteau au chocolat que tu fais avec tes sœurs. Nous, on a toujours fait ça. Donc, tu te dis que dans les pays producteurs de cacao, ils devraient avoir ces mêmes traditions de se faire des gâteaux au chocolat pour leur anniversaire ou des trucs comme ça, alors que pas du tout. Et ça, moi, ça m'a marqué. J'ai fêté mon anniversaire là-bas, donc je leur ai dit, attendez, je vais faire un gâteau au chocolat. Ils n'avaient jamais mangé de gâteau au chocolat de leur vie. Ah bon ? En termes de... Comment ? J'ai dit, ah bon, c'est vrai que c'est hyper étonnant. Ils sont entourés. Là, le centre de collecte où je vivais, en fait, c'est là où tous les producteurs de cacao ramènent leurs fèves de cacao. On les fait sécher, fermenter, et ensuite c'est envoyé dans l'usine, mais à Quito, donc dans la capitale. Et eux, leur seule transformation du cacao, c'est pour les traditions à Noël, ils se font un petit chocolat chaud, mais c'est tout. Où il n'y a pas de transformation vraiment de cette matière-là. Et moi, ça m'a marqué. Donc, en termes de pâtisserie, je l'ai pas vraiment eu. Je l'ai eu, mais avec plus les chefs dans les grandes villes. Mais dans les zones de production, c'est plus moi qui leur ai montré comment pâtisser avec le chocolat. C'est intéressant. C'est un peu comme si, je sais pas, moi j'ai grandi en Provence, un peu comme si finalement l'huile d'olive, tu vois, ou la vigne finalement, qu'on consommait ni huile d'olive ni vin en Provence, mais que tout était destiné à l'export. C'est étonnant, exactement. Ok. C'est absurde. Après, la boîte pour laquelle je travaillais, ça s'appelait República del Cacao. Ils essayaient de déconstruire ça et montrer à tous les producteurs avec qui ils travaillaient, donc de canne à sucre, de le lait et de cacao, les produits qu'on faisait grâce à eux. Mais c'était parmi les premiers à faire ça. C'était passionnant. Moi, je pourrais parler des heures. et effectivement, et Eva te disait bien, mais nous, on a pu aller lui rendre visite parce qu'après, on a enchaîné, on a profité qu'Eva soit là-bas pendant 4 mois pour après, on s'était prévu 3 mois de backpack toutes les deux en Amérique latine. Mais effectivement, quand on a été la voir, c'est assez impressionnant parce que ce qu'elle te décrit, c'est qu'effectivement, c'est une toute petite exploitation où toi,
tu es entouré de fèves de cacao autour de toi. Donc, quand Eva te raconte après effectivement son expérience et comment elle a vécu pendant 4 mois, c'est incroyable parce que tu te dis, ils côtoient des fèves, ils te montrent leurs fèves à côté, donc ils connaissent vraiment la fève, mais pas les transformations. Mmh. Ça me fait penser, je vous partage une petite anecdote. Ouais. J'ai passé 6 mois en Amérique latine pour un échange universitaire. Ah, top. Et Où? j'étais basé à Lima, mais en fait j'avais Ah, pris beaucoup d'avance dans mes cours volontairement et j'ai énormément voyagé, plus qu'autre chose. J'avais très peu de cours à valider. Oui. Et j'avais, au bout d'un moment, la seule chose qui avait commencé à me manquer, justement, c'était pas tant le fromage ou autre, c'était le chocolat. Et j'avais fini par c'est en fou. trouver dans un marché à Cusco, le marché principal de la ville, qui est vraiment où on croise des touristes, mais qui est un vrai marché pour les Péruviens, où ils viennent s'approvisionner, vendre leurs produits. Il y a des gens qui voyagent des heures, des jours depuis les montagnes pour venir vendre ici. Enfin voilà, c'est un vrai marché authentique. Et je suis tombé sur des tablettes de chocolat. En plus, pour mon plus grand bonheur, c'était des tablettes de 400 grammes. Je me rappelle encore du poids parce que ça m'avait marqué. Je m'étais dit, Ah, OK, waouh. Ah ouais. détail que j'avais pas vu. Donc j'achète ma tablette et je l'ouvre, je croque dedans, mais bien avec entrain. Et j'avais simplement pas vu que c'était du 100% cacao. Ah ouais. Là, t'avais ta bouche tout asséchée. C'est ça, ouais. Là, le choc était assez violent d'un point de vue culinaire. Donc, ouais, bon, bah, du coup, j'en ai pas remangé, mais visiblement, en tout cas, la seule fois où j'ai vu un produit transformé, en plus, il était très différent de ce dont on a l'habitude Ah oui, ici. c'est hyper. C'était, ouais, 100% cacao, quoi. C'est très Ah, amer. moi, Ouais. j'adore. Moi, je suis très team 100% cacao. Et Ah ouais. d'ailleurs, au Théâtre de la Ville, quand je bossais là-bas, c'était très drôle puisque j'avais toujours une tablette sortie. Et normalement, j'en avais 2. J'avais la 100% cacao et j'en avais une autre plus, on va dire, plus populaire. Et un jour, comme ça, j'ai une de mes collègues qui arrive et sans me demander, elle commence à prendre la tablette. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de lui dire, attends, qu'elle a pris un énorme carreau en entier. Et je pense qu'elle a eu un peu la même sensation que toi à ce moment-là. Et j'avais envie de lui dire, Bichette, t'avais qu'à demander avant parce que vraiment, j'avais la tablette pour toi. Ouais, drôle Donc, d'expérience, le 100% cacao. J'imagine qu'il faut s'y habituer, c'est comme tout, mais ouais. ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, tout ça nous amène doucement mais sûrement à Saperli Poulette. Donc, qu'est-ce que c'est que cette aventure depuis... Enfin, comment est-ce que tout ça est né et voilà, et on va commencer par ça. Alors, en fait, comme là, du coup, déjà, on a commencé un peu à raconter, comme tu as pu le comprendre, on a un peu la bougeotte, Eva et moi, et on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont inculqué cette bougeotte et cette envie de voyager, de découvrir. Et donc ça, on l'a beaucoup fait avec eux, et ça, vraiment, on les remercie parce qu'ils nous ont toujours appris à vraiment aller vers l'autre quand on voyage aussi. C'est pas juste un truc qui est organisé ou des trucs comme ça. On allait vraiment en exploration. Donc ça, on l'a fait avec eux pas mal en Asie, notamment parce qu'ils étaient assez fans d'Asie. C'est eux aussi qui nous ont mis un premier pied en Amérique latine lors de voyages qu'on a pu faire avec eux. On est tombé complètement en amour et donc après, voilà, on y est retourné. Et après, depuis en fait, tout simplement, j'ai mon permis qui correspondait à l'année du bac d'Eva. Quand j'ai passé mon permis, c'était en été, en juillet, je l'ai eu. J'ai offert une carte de France à Eva et je lui ai dit, t'as ton bac et on part. On se casse, Poulette. Je sais pas où, mais on y va. Et on avait quand même comme point final l'Espagne. Mais on s'est dit, on va prendre 15 jours pour descendre en Espagne tranquillement. Et on n'avait rien de prévu. C'était, tu vois, les débuts d'Airbnb. Enfin bon, bref, tout était un peu les débuts. Et on a adoré. Et surtout, dès ce premier, entre guillemets, voyage road trip, toutes les deux en France, on est déjà tombé en amour de notre pays. On s'est dit, mais waouh, incroyable, d'une région à une autre, ça n'a rien à voir. Et on a dès le début rencontré des personnes folles, donc ça allait. Tu vois, notre première nuit, on s'est retrouvés en Bourgogne. Vraiment, en plus, j'ai dit à Eva qui avait jamais fait de Airbnb, le monsieur n'a aucun commentaire sur Airbnb.
Je suis pas sûre qu'on devrait être là-bas. La seule info qu'on avait sur ce tout petit village, c'est qu'il y avait eu un meurtre. Ouais, voilà. Alors, si tu veux, c'est un village genre de 5 maisons. Donc, tu te dis, si c'est pas notre hôte, c'est un de ses voisins. À part ça, tout va très bien. Et on se retrouve un soir d'orage après une journée caniculaire. Enfin, tu vois, rien n'allait sur le papier. Et on rencontre il s'appelait Pierre, un monsieur de 75 ans, je crois, dont la mère de 95 ans était au rez-de-chaussée. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu, ouais, ça, vraiment. Je sais pas si elle est là, moi. Et en fait, on commence à parler, à se dire bon, bah peut-être on peut échanger un petit bout de saucisson contre un petit bout de yaourt. Et en fait, on a passé 4 heures à parler avec lui parce qu'il avait été architecte en résidence à la Villa Médicis. On a parlé ésotérisme, on a parlé spiritualité, on a parlé art. Et en fait, on s'est dit mais waouh, on est au fin fond de nulle part. Tu vois, je sais même plus te dire ce petit nom de ce village. Et en fait, c'est comme ça qu'on aime voyager. Tout au long de ce premier périple en road trip en France, il y a eu ça. Et après, on a continué à d'autres moments. Donc déjà, il y avait ce goût du road trip. Et un jour, en fait, c'était... Alors, je pense qu'on en reviendra, mais je pense que toutes les deux, on était arrivées exactement là où on voulait dans nos jobs. Moi, ça y est, j'étais responsable du mécénat d'une maison d'opéra, ce que je voulais faire quand j'ai commencé ma licence. Donc, tu vois, hop, j'avais atteint mon truc. Evanouche. Moi, j'étais chez Valrhona, c'était le Graal pour moi. C'était vraiment le Graal du chocolat, le lien avec des pâtissiers, le chocolat durable, éthique. Donc non, c'était parfait. Mais il nous manquait du terrain à toutes les deux. En fait, que ce soit dans mon boulot, j'étais derrière un ordinateur, parfois avec des pâtissiers, mais le côté terrain avec des producteurs me manquait. Et ou terrain aussi en cuisine. Et Alexia, la même chose, création de liens entre les personnes et même en fait, pour te dire aussi, durant l'été 2023, du coup, on était à un mariage et tout le monde était au bord de la piscine et nous, on était, en fait, on connaît pas trop le coin. Prenons la voiture et on regarde ce qu'il y a. Et on a vu qu'il y avait la maison de la femme qui peint. On se dit, allons voir. On avait vu un article, mais qui datait d'il y a 5 ans. Vous pouvez aller toquer chez elle. Donc, on se dit, OK, on va toquer chez elle. Et du coup, on toque à la porte de cette maison où toute la bâtisse ressemblait un peu au style de Niki de Saint-Phal. Je sais pas si tu vois, mais c'était hyper coloré, chaleureux, accueillant, alors que tout le reste du village était simple, on va dire. Donc, on toque à la porte et là, au 12e étage, il y a une petite mamie de 92 ans qui ouvre la fenêtre et qui comprend pas trop ce qui se passe en disant mais pourquoi il y a 2 nénettes en bas de chez moi qui toquent. Et il y a eu un échange incompréhensible pendant 5 minutes parce qu'elle était sourde comme ma peau et elle descend pour ouvrir la porte et tu comprends en fait au fur et à mesure qu'au départ avant elle accueillait plein de personnes mais qu'il y a eu plusieurs journalistes qui étaient venus et qui lui avaient dit c'est un bordel chez toi parce que c'est une femme artiste et du coup tu as des tableaux de partout où les murs sont peints, les plafonds sont peints. Nous on adore et du coup au fur et à mesure elle nous accueille chez elle quand même. On passe 2 heures à échanger sur nos voyages, les personnes qu'on a rencontrées. Elle nous dit mais les filles, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Et nous, on en avait déjà discuté. Et là, ça a été un peu le déclic. On s'est dit, OK, faut faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'on veut mêler nos mondes à nous, donc le monde de la culture, de l'agronomie et de la cuisine. On veut aller à la rencontre des personnes. Comment on peut faire ça? Et du coup, en fait, à partir de janvier 2024, on a commencé à échanger ensemble, à échanger aussi avec notre entourage pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. On a vite compris qu'on voulait le partager en fait au plus grand monde parce qu'au départ, nous, à tous nos voyages, en fait, on partageait sur des groupes WhatsApp à nos familles toutes nos aventures, les photos. Ah, on a rencontré un tel et un tel. On s'est dit, en fait, ça peut être chouette de le partager à plus de monde. D'où l'idée du podcast qui est arrivé assez rapidement. Il y a aussi des vidéos parce que c'est des métiers créatifs et visuels. Et du coup, on se disait que le podcast était très intéressant, mais que la vidéo était aussi primordiale pour les rencontres et les activités, en tout cas, qu'on allait faire. En fait, on voulait une immersion totale, donc que ça soit à la fois sonore et visuel dans ce qu'on allait retranscrire. Et l'idée vraiment des Saperlipoulettes, c'est vraiment d'embarquer les personnes qui nous suivent avec nous dans notre van, parce que du coup,
On garde notre van, on part en van qui est à la fois le lieu où on dort, notre moyen de locomotion, là où on bosse, notre bureau, là où on cuisine. Alors, on n'a pas on beaucoup fait pas de la cuisiné, grande hein. gastronomie dans notre van encore. On a essayé une fois, tu vois, des beignets de fleurs de courgettes parce qu'il y a un des chefs d'exploitation qui nous avait donné ça et on adore ça. Notre mère nous a toujours cuisiné des beignets de fleurs de courgettes et il nous disait bah j'en ai trop, je vais les donner ou même les mettre au compost. Et on a dit ah non 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 non, nous on va faire. Et sauf qu'on n'avait pas pensé que bah du coup on sentait tout le van sentait la friture parce qu'on a fait notre petite friture dans le van et on s'est dit mais mon Dieu, plus jamais on fait de friture dans le van parce que ça, ouais, on pue la friture. Après, c'était très très bon, donc ça valait le coup. Et oui, et du coup, en fait, l'idée aussi, c'est que nous, on voulait pas aller rencontrer des personnes juste pour un interview d'une heure et quelques. On voulait être en immersion totale. On a été bercés, nous, par Rendez-vous en terre inconnue, où on a toujours rêvé de participer à Rendez-vous en terre inconnue. Je sais pas si tu vois Je ou vois pas très bien. l'émission. Ouais. Ça a été à chaque fois, ça aussi c'était un événement familial, on le regardait en famille, on pleurait en famille devant, mais ça nous a toujours fait rêver. Et aussi Nu et culotté, on trouvait ça cool. Ça aussi, tu vois ou pas ce que Ouais, c'est. je vois, ouais. Ouais. Nous, on a adoré ce concept-là. On s'est dit, en fait, on va essayer de mélanger un peu tout ça et le faire à notre manière. Et du coup, l'idée aussi de Ça Paris Poulette, c'est de partir 48 heures à chaque fois à la rencontre de ce qu'on appelle les créatifs de France, c'est-à-dire pour nous des restaurateurs qui cuisinent avec ce qu'ils font pousser dans leur potager, parce que ce lien vraiment du champ à l'assiette nous intéresse énormément. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se font et on veut montrer que ça peut être possible et qu'on peut en vivre, et des artistes qui dynamisent leur territoire et qui créent du lien à travers l'art. Et c'est pour ça on s'est dit, pour la première saison, on part 4 semaines, une semaine dans chaque région, et dans chaque région, on passe 2-3 jours avec chaque personne. Et l'idée du van, c'était d'être libre. Si les personnes voulaient nous accueillir chez elles, dormir, partager des repas, nous, c'était avec grand plaisir. On ne voulait pas que ça soit un frein par rapport aux personnes qu'on avait sélectionnées. Parce que ça a été toute une étape aussi de casting. Et du coup, parfois, ils ne pouvaient pas, ou pour telle et telle raison, on dormait dans le champ d'à côté. J'allais vous demander du coup comment s'est montée cette première saison, que ce soit côté casting, sélection des régions, les produits, le type d'art que vous vouliez mettre en avant. C'était quoi votre vision? En fait, notre vision, c'était quand même de donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la voir, donc parce qu'ils sont un peu plus éloignés, parce qu'ils sont pas encore connus, ou des choses comme ça, et des types très différents. Donc, tu vois, par exemple, on a été voir aussi bien des fermes-auberges, donc 3 sœurs qui ont hérité d'une des dernières fermes-auberges de Bretagne, et également, on a été jusqu'à rencontrer un chef nouvellement étoilé d'une étoile du guide Michelin verte. Donc, c'est des étoiles qui valorisent les initiatives à portée écologique aussi bien dans la manière de la sélection du produit à la manière de gérer le restaurant. Donc, tu vois, ça, on voulait vraiment avoir un panel différent. Et de même, du côté artistique, on a été aussi bien rencontrer un artiste de cirque contemporain qui fait de la corde volante. Alors, faut savoir que je crois qu'ils sont 10. à peu près 10 dans le monde, hein, tu vois, il y en a pas beaucoup qui ont cette grande spécialité, tout simplement parce qu'il faut avoir des chapiteaux et des occasions de voler à plus de 30 mètres au-dessus du sol. Et mine de rien, ça court pas les rues. Et on a été voir des performeurs, une street artiste, des sculpteurs, enfin voilà. Donc l'idée, c'était de voir différentes formes et aussi, tu vois, là, dans l'idée de plus ou moins connu, on essaye d'avoir un équilibre vraiment sur ça. Mais là, quand on est reparti en mi-saison, on a été rencontrer l'une des plus grandes figures de la performance
française au moins, si ce n'est mondiale. Et ce qui était chouette aussi, c'est de te dire que on crée une sorte de réseau de nos saperlipépites qu'on met tous au même niveau, et les uns et les autres en fait commencent à être fiers, et ça c'est une grosse fierté pour nous, de dire mais attends, je fais partie du même podcast qu'un tel ou un tel, mais attends, mais j'ai écouté l'épisode sur machin, c'est génial. Et aussi même au sein d'une même région. Notamment en Centre Val-de-Loire, on a deux de nos saperlipépites, donc l'artiste et le chef, qui se sont écrits. On venait de passer 3 jours à Nantes avec Vanessa, qui est une street artiste qui peint partout sur les murs de Nantes et autres. Et on allait justement chez Martin Bollars près de Chinon. Et lui écrit en lui disant mais attends, les saperlipoulettes viennent d'arriver chez moi, mais c'est quoi cette boule d'énergie trop cool. Donc du coup c'est chouette parce qu'en fait on arrive à créer des liens et de c'est manière ce qu'on aime faire. Ouais, exactement. Et ça c'est le cœur de ce qu'on aime faire, Eva et moi, dans nos métiers et de ce qu'on faisait avant. Et aussi peut-être de manière plus concrète sur le casting, comment on le faisait. Pour la partie restaurant, ça c'est plus Anouche qui s'en est occupée. En fait, on s'était dit, c'est plus compliqué, je pense, de trouver, c'est très pointu, on va dire, de trouver des restaurants avec des potagers et qui fonctionnent pas que avec 3 carottes et 2 tomates. C'était que la majorité de leur production qui arrivent en cuisine proviennent de leur exploitation et sinon qui travaillent avec des producteurs locaux. Donc ça court pas les rues. Donc en fait, on a plus fait les régions au départ par rapport à ça. Ça a été du bouche à oreille. On a fait aussi un épisode, une saison pilote, on va dire, à Lyon d'1 semaine. Moi j'avais découvert un restaurant génial sur les pentes de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent Lyon, qui s'appelle Semo. Et lui, c'est un restaurant qui, du coup, cuisine avec ce qu'ils produisent dans les monts du Lyonnais, donc à côté de Lyon. Et il nous avait parlé de cette ferme auberge en Bretagne qui était tenue par 3 sœurs, qui l'avaient inspiré. Et nous, on s'était dit, c'est parfait pour Saperlipoulette pour la première saison, de terminer et d'aller rencontrer des sœurs qui travaillent ensemble, nous, en tant que sœur. Donc ça a été plus comme ça. Après, moi, je me suis pas mal aidée aussi d'Écotable, qui est une association en fait qui aide et labellise des restaurants dans leur éco-conception. Ils n'ont pas tous des potagers, mais ils ont tous cette envie de restauration durable, que ce soit dans l'utilisation de l'électricité, dans la provenance des produits. Donc on a plus construit au départ notre première saison par rapport aux restaurants qu'on avait trouvés. Et ensuite, on a été rencontrer des artistes. Et là aussi, c'était pas... si tu veux, Poulette, tu peux reprendre la main pour les artistes. Pour les artistes, une fois, typiquement, tu vois, quand Eva te dit, on a décidé qu'on allait voir l'amour en Bretagne, du coup, on s'est mis en recherche de, OK, on va trouver un artiste. Et là, d'ailleurs, ça a été le tout premier, ça s'est fait aussi rapidement que notre rencontre. C'était un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur parce que Damien, c'est un artiste plasticien, performeur queer, qui vient lui-même d'un milieu agricole, puisque ses parents ont une exploitation de vaches laitières. Et du coup, on s'est dit, c'est génial, parce qu'en fait, il fait ce lien naturellement entre nous, ce qu'on fait, entre le milieu agricole, comment tu cultives ta terre, comment tu prends soin de ta terre, qu'est-ce que tu manges et compagnie. Et lui, il joue de ces codes-là et il joue sur les représentations, puisque lui, tout son travail est autour de c'est quoi la représentation du monde agricole dans l'art contemporain, et c'est quoi la représentation d'un mec homo queer dans le monde agricole. Si tu veux, à lui tout seul, il a pas mal de sujets. Il a pas mal de sujets, ouais. Exactement. Et c'est super intéressant parce qu'il te dit, en fait, quand est-ce qu'on entend parler des agriculteurs, quand malheureusement il y a... On dit qu'il y a plein de suicides au salon de l'agriculture et ils bloquent les autoroutes. Exactement, quand ils bloquent les autoroutes pour manifester. Donc il dit qu'il y a quand même bien plus que ça. Donc voilà, ça c'était pour les artistes. Il y a des artistes où ça s'est fait très naturellement, et d'autres fois comme nous, ce qui est hyper important dans les Saperlipoulettes pour les artistes, c'est vraiment l'ancrage territorial. Donc, c'est-à-dire, soit tu t'inspires de ce qui t'entoure et ça peut être, tout le courant du land art. Donc, c'est-à-dire, tu crées
au sein même de la nature, dans la nature. Donc, par exemple, Abraham Poincheval qui va s'enterrer dans une grotte pendant X temps, ou qui va vivre pendant 13 jours dans un ours empaillé, tu vois. Donc, il y a un rapport avec l'environnement. Et sinon, tu as aussi le rapport, alors ce dont parlait par exemple Vanessa, qui va peindre sur les murs de Nantes, qui va faire tout un travail dans des hôpitaux au Mans avec le service de personnes qui sont atteintes de cancer pour leur faire des fresques avec elles, pour à la fois égayer le lieu et en même temps leur montrer qu'ils savent, ils sont capables. Ils peuvent sortir et ils peuvent faire des choses et ils peuvent continuer à apprendre. Donc voilà, c'était important qu'il y ait un lien social et territorial pour les artistes qu'on rencontrait. Et surtout, moi, Sarlat, on a été à Sarlat aussi, on a été voir une compagnie qui s'appelle Kerusa. Et moi, je trouve que là, ça a été un bel exemple de création de liens parce que eux, ils ont créé une performance autour du thème de l'accueil, mais avec plus de 300 personnes qui faisaient partie de 3 départements différents et ça mêlait vraiment des personnes des AT, des PAD, des écoles et tous ensemble, ils ont créé une performance autour de l'accueil. Et du coup, là, c'était un bel exemple de, tu peux créer du lien sur ton territoire qui peut en plus parfois être isolé ou victime du tourisme à une certaine période et complètement vide à une autre période de l'année. Ce qui est le cas de Sarlat. Donc non, c'était plein de beaux exemples, complètement différents dans le milieu artistique. Je reviens sur ce que vous évoquiez un peu plus tôt, la magie que vous avez ressentie quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait deux saperlipépites qui s'étaient contactés. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment magique. Enfin, moi, j'ai la chance aussi de parfois être témoin de ce genre de rencontres via le podcast entre d'anciens invités. Et c'est juste incroyable parce que l'énergie, je trouve, qui se dégage déjà des épisodes individuellement est juste dingue. Mais quand en plus ça débouche sur des rencontres et des projets qui se montent entre anciens invités qui autrement se seraient peut-être jamais croisés, c'est juste complètement fou. Donc je vois assez bien ce dont vous parliez. Je pense que ça doit clairement... d'ailleurs, j'allais vous dire que je pense que ça doit clairement contribuer à remplir votre bouteille d'énergie sur ce type de projet. Mais je vais plutôt le poser sous forme de question. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus marqué au fil de ces rencontres parce qu'il y a peut-être une différence, je sais pas, entre ce que vous aviez imaginé de Saperlipouette et la réalité. Moi, alors, il y a une première chose, là, quand tu poses la question, moi, c'est les regards. J'adore échanger avec les personnes et tu vas regarder dans les yeux et aussi, c'était une volonté, on t'en a pas parlé, mais que le matos, le matériel qu'on utilise pour que ce soit pour le podcast ou pour faire des vidéos, il est tout petit et on est 2 aussi. Donc, à chaque fois, on alterne entre la personne qui prend les vidéos et celle qui est complètement 100% là avec la personne qu'on rencontre, surtout on avait dit on peut mettre la main à la pâte si vous avez envie, donc on a aidé à perforer des systèmes d'arrosage ou des choses comme ça. Et vraiment, moi, j'ai plein de beaux regards de personnes qui te racontent des parcours de vie avec parfois pas forcément facile, mais qui te le racontent avec le sourire. Ça m'a énormément marqué et aussi ce à quoi on s'attendait pas forcément. C'est que nous, on s'était dit on va voir ces personnes, nous, ça nous apporte énormément d'énergie, les rencontres. Ça nous en prend aussi, mais l'équilibre est là en tout cas. Et on s'était dit, on va leur apporter de la visibilité. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils acceptent de nous accueillir. Mais en fait, ça a été bien au-delà de ça. Et on a eu que des beaux retours. Moi, c'est ça, Poulette, je pense que tu es d'accord avec moi, où à la fin de chaque rencontre, au bout des 48 heures, il y en a une qui a pleuré, l'autre qui nous a dit, vous avez bousculé mon quotidien. Mais littéralement, parce qu'on était dans sa cuisine et qu'on lui posait plein de questions et qu'il devait du coup nous prendre et nous mettre sur le côté pour dire, ok, il faut que je passe. Mais aussi, comme vous nous posez des questions, on doit se re-questionner sur pourquoi on fait ça, que ce soit dans le milieu de l'art ou dans le milieu de la cuisine. Non, ça, moi, ça m'a marqué de se dire, ok, on n'a pas été qu'un petit passage dans leur vie pour leur apporter de la visibilité, mais on leur a permis de prendre du recul aussi sur leur parcours de vie, ce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire, que ce soit en restauration, dans l'agriculture ou en culture. T'as pas forcément
le temps de te dire, OK, je fais une petite pause, je fais une petite rétrospective de toute ma vie et OK, bah ça m'a apporté ça. Et ça, on leur a permis ça et bah, on était hyper fiers de Ouais, je ça. crois que ça a été une des grosses surprises. Effectivement, je rejoins complètement Evanouche quand elle te dit ça, parce que c'était vraiment ça. Nous, ça partait de nous et on s'est dit on va faire au mieux pour les mettre en valeur. Et en fait, effectivement, quand t'as un retour comme ça, t'es genre waouh. Et puis aussi, c'est quelque chose qui se prolonge. Je sais pas toi comment ça se passe avec les personnes que t'accueilles, mais nous en tout cas, tu vois, nos Saperli-Pépites, on leur parle quasiment tous les jours. Alors, commence à y en avoir une trentaine. Je te dis pas qu'on parle tous les jours à 30 personnes, mais on se suit, on continue à avoir les actus des uns et des autres, on s'échange et en fait, on est hyper soutenus aussi par eux. Et ça, on s'attendait pas qu'il y ait vraiment ce truc qui nous soutienne à ce point et qui soit impliqué et ému. Et en fait, je pense que c'était un truc peut-être très naïf de notre part, mais comme t'expliquait Poulette, en fait, faire partie de nos Saperli-Pépites, c'est prenant. En fait, ça veut dire que tu as 2 cocottes qui te collent dans les pattes et qui te posent 40 questions à la seconde parce qu'on est curieuse et qu'on veut tout comprendre et que Ça nous intéresse profondément. Exactement. Et du coup, faut s'accrocher, faut une sacrée disponibilité émotionnelle aussi. Parce que Eva et moi, on est toutes les deux très sensibles et même hypersensibles. Donc parfois, ça ouvre à d'autres choses, ce qui fait que assez rapidement, on arrive à s'adapter, à cerner les gens et du coup à ouvrir le dialogue à des choses assez intimes. Et donc, tu vois, c'est pas la même chose que d'avoir un quart d'heure d'interview où tu vas faire la promo de quelque chose sur un journal local, ce qui est top, et c'est pas du tout le même exercice. Mais là, c'est un peu une mise à nu. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas mesuré, je pense, l'engagement que ça représenterait pour eux, et du coup, on leur en est infiniment reconnaissante. Et même, tu vois, sur les réseaux sociaux, rapidement, on a créé du coup une page Instagram pour que les personnes nous suivent et aussi parce qu'on a fait un financement participatif pour financer la première saison de Saperli-Poulette et le matériel dans lequel on a investi. Et l'idée, c'est que nous, on était en immersion chez les personnes, on voulait que des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent sur les réseaux soient aussi en immersion avec nous. Et du coup, pendant les tournages, donc les 1 mois de tournage en juin 2024 et là 2 semaines, on est parti en novembre dernier. Bah, l'idée, c'est tout un travail aussi après notre journée de 2-3 heures de story pour raconter un peu notre journée avec nos Saperli-Pépites. Et on a reçu plein de messages, parfois de personnes qu'on ne connaissait pas du tout, de merci les filles, j'ai appris quelque chose grâce à vous. C'est une personne qui a 80 ans, donc tu dis t'apprends encore des choses à des personnes, ça c'est cool. Ou vous égayez mon quotidien. Et ça, c'est des petits messages où nous, ça nous donne de l'énergie, ça nous motive en disant ok, on va continuer, ça nous, ouais, parce que parce que la réalité, vas-y. Non, parce que effectivement, la réalité, je pense que c'était peut-être ça aussi, sinon tu complètes, mais c'était la réalité, tu vois, c'est qu'une journée de tournage, tu commences à 8h, tu finis entre 20 et 22 heures le tournage, le temps de dîner avec la personne et tout, et après, t'as tes 2-3 heures dans les pattes de réseaux sociaux, on envoyait des dossiers de presse en même temps, enfin, tu vois, oui, c'est de l'entrepreneuriat, donc tu es à la fois directeur de casting, directeur de production, tu fais ton son, tu fais tes images, tu montes, community manager, enfin t'as un peu toutes les casquettes et c'est génial et c'est ça aussi qui nous motive et on apprend plein de choses. Tous les jours on apprend, mais en fait pour te dire aussi la réalité, c'est qu'il y avait des jours avec Eva où on était dans l'incapacité de se parler. Exactement. Donc en fait, comme tu parles toute la journée, comme tu es à 120% avec la personne, parce qu'on croit aussi beaucoup dans le fait que pour que tu aies un échange intime et profond, il faut aussi que tu donnes de ta personne pour pouvoir recevoir. Donc voilà, assez en tout cas la rencontre comme un échange. Et du coup, parfois, juste, on terminait un tournage, on remontait dans le van, on se regardait,
on se faisait un jeu de regard genre waouh. Il y en a une qui disait on repartait. Et en fait, on faisait 2 heures de blackout le temps de la route. Avant c'est ça, de c'est qu'il y avait la repartir, route quoi. aussi à prendre. C'est que c'était aussi ça qui, entre chaque personne, tu pouvais avoir 2-3 heures de route, voire même 6 heures de route. Donc c'était épuisant. Mais l'importance du regard aussi dans ça, c'est que même entre nous, là, la mi-saison, on s'est mieux débrouillé, je trouve. Mais parce On a qu'on plus terminait communiqué. plus tôt. On a plus communiqué entre nous. Mais la première saison, on a enchaîné 3 semaines non-stop. C'est-à-dire que nos seuls jours de pause, c'était en fait la route de 6 heures. Donc, c'est pas des jours reposants. Et du coup, on se regardait juste, chaque fois, on était sur le cul, désolée de le dire, mais de nos rencontres, on a été surprises à chaque fois. Je pense qu'on s'attendait pas à autant on nous avait dit, oui, vous allez voir, les personnes derrière la caméra ou derrière un micro, elles sont pas forcément naturelles, ou elles vont pas forcément tout vous dire, tout va être contrôlé. Parfois, on a eu ça, mais franchement, très rarement. Et on était émerveillés par les échanges et les rencontres qu'on avait. Et c'est ça, notre énergie. Ouais. J'adore ce genre de message parce que c'est vraiment marrant. J'y pensais hier. J'ai fait une interview il y a, je pense, il y a peut-être 2 ans maintenant, d'une femme qui vit à Aix-en-Provence, où je vis aujourd'hui, et qui est championne du monde du 100 km. Oh, wow. Donc, elle a couru 100 km en 7 heures quelque chose. C'est une athlète professionnelle, mais qui en fait ne vit pas de son sport. Elle a un job à temps plein, elle est contrôleuse aérienne. Et depuis peu, maman. Bref, je vous dis ça parce que en fait, je l'aperçois occasionnellement en train de courir dans Aix-en-Provence. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que elle est en fait pas connue en dehors de son milieu. Quand on la voit dans la rue, elle doit faire. C'est une toute petite femme qui passe finalement assez inaperçue. Et ce que je trouve incroyable avec le podcast, c'est qu'en fait, moi, ça m'ouvre les yeux sur le fait qu'autour de nous, on est entouré de gens qui ont des parcours incroyables. Ouais. On peut croiser dans la rue une championne du monde du 100 km. Sans le savoir. Oui, exactement, sans le savoir. Ouais, on tourne un angle. Il y a, j'avais reçu une artiste. Alors là, je vais dire des bêtises parce qu'il y avait une nuance entre les deux. Fil de ferriste. Si j'ai bonne mémoire. Qui fait des sculptures en fil de fer. Ouais, non, qui fait de l'équilibre sur des fils sur un fil de fer. Des funambules. Alors voilà, il y a une différence entre les deux, entre funambule et fil de ferriste. Je me rappelle plus exactement laquelle. Mais on ira chercher. Ouais. Et alors, si j'ai bonne mémoire, fil de ferriste, c'est que tu n'es pas assuré. Là où les funambules le sont. Mais peut-être que je me trompe. Mais c'est la distinction que j'avais en tête. Mais donc voilà, tu vois, j'ai reçu une femme comme ça qui fait de l'équilibre à 20 mètres du sol sans être attachée sur un fil de fer. Et même chose. Et en fait, au fil des rencontres, et je pense que vous, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un peu la même chose. Moi, ça me pousse à observer les gens d'un œil un peu différent, à me dire, là, peut-être que la personne que je viens de croiser, elle a un parcours de vie incroyable, et à pas m'arrêter à peut-être, parfois, on peut avoir, même inconsciemment, une sorte de jugement où on se dit, finalement, on croise des gens qui ont l'air quelconques, donc, je trace ma route. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que, très certainement, en tout cas, moi, je rate des occasions de m'enrichir et d'être émerveillé par des parcours de vie complètement fous, et surtout complètement improbables, qui sont pourtant juste là autour de moi, peut-être des gens que je croise tous les jours en allant au marché ou ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, c'est la réflexion que vous m'avez déclenchée avec vos histoires. Mais non, je pense que tu as raison, mais tu vois, et ça je pense aussi que en fait c'est lié au temps qu'on a ou pas, parce que là, et c'est justement ça s'appelle Lipoulette, et le temps que tu prends aussi sur tes podcasts, c'est de donner la parole pendant 1 heure à des personnes que tu connais pas, et tu vas découvrir leur vie, ils vont t'immerger dans ça. Mais dans la rue, à la boulangerie, tu pourrais prendre le temps de parler 1 heure avec une personne, mais en vrai tu le fais pas, parce qu'après il va y avoir une queue, parce que t'as ton enfant à aller chercher, j'en sais rien, tu vois, il y a 1000 raisons qui fait que dans la vie on n'a pas ce temps-là. Ou en tout cas, on le prend pas. On le prend pas assez. On le prend pas, ouais. Voilà. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir ces sortes de bulles et d'avoir, du coup,
ton podcast et le podcast d'autres, de témoignages qui effectivement prennent le temps de se dire, en fait, je pense que peu de personnes ont une vie très linéaire et que l'intérêt se trouve en fait dans toutes les personnes avec des parcours différents, quoi. C'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser à un truc. Et nous, je pense que l'illustration la plus rigolote qu'on pourrait avoir sur les Saperlipoulettes, c'est peut-être le chef Frédéric Ménager. Quand tu le vois, c'est un chef barbu, habillé en noir, heavy metal, hard rock, tout ça. Tu le croises dans la rue. Jamais tu te dis que ce chef a été l'un des plus grands chefs de sa génération, promis à un grand avenir, gastronomie, voilà, étoilé dans les plus grands restaurants et tout. Jamais tu peux te dire ça. Et qu'en fait, chez lui, il va te parler avant tout, ce qui l'anime, c'est faire la cuisine avec son cœur et qu'il est passionné de volailles de race ancienne et que du coup, il a tout plaqué pour ouvrir une ferme et un restaurant en Bourgogne où il sait exactement ce qu'il cuisine, comment il les cuisine et comment il a sauvé la barbezieux qui allait disparaître, qui est une race de volaille, parce que on ne savait pas. Non, j'avoue on apprend des trucs. Même en école d'ingé, on apprend en agronomie, on n'apprend pas la barbezieux. Et tu vois, et le mec en ce moment qui s'occupe de ces volailles, c'est Wolfgang qui te reçoit à moitié à poil avec son petit tablier et compagnie. Et quand tu l'écoutes, tu fais ah d'accord, mais en fait Wolfgang, t'as eu 8 vies. Ouais, voilà, 6 ou 8, je sais plus, peut-être 6 poulettes, t'as raison. Mais en tout cas, le mec a commencé chez Publicis avec, en faire la pub et le marketing dans tout ce que tu peux avoir, de l'idée de Bec BD, du monde de la pub et des publicitaires. Il a été créateur de théâtre, de décors pour théâtre. Enfin, il a eu 1000 vies. Et ce mec, aujourd'hui... Oui, vigneron. Et t'es ouais, d'accord. Et maintenant, tu parles aux poules et il en parle hyper bien parce qu'il te dit que la poule, c'est l'un des... Très intelligent. Ouais, très intelligent, l'un des animaux les plus intelligents. Donc, t'es ouais, incroyable. Si, alors, souvent, on me pose la question à moi et j'ai pas mal de mal à répondre. Du coup, pour une fois, je vous la pose à vous. Donc, pour le moment, vous avez fait une 30aine de rencontres, c'est ça ? Ouais. Ok. Si vous deviez en sélectionner une qui à vos yeux, représente vraiment l'essence de ce que vous aviez imaginé pour Saperlipoulettes, ce serait laquelle et pourquoi ? Est-ce qu'on peut tricher et t'en donner une chacune, ce qui ferait 2 ? Oui, bien sûr. C'est dur. C'est horrible. Alors attends, l'essence, parce que peut-être c'est pas forcément... Oui, c'est ça, c'est pas coup de cœur ou l'essence. Ça peut être le premier, du coup, l'essence. On s'est dit, ok. Moi, je pense à Martin quand même. Moi, je pense Martin et Damien. Ouais, Martin, Damien, ça me va. Ok. Alors, moi, je peux parler de Martin, tu parles de Damien, si tu veux. Mais on les aime tous. Il y a pas, en plus, ils sont tous différents. Mais Martin Bollers, du coup, c'était, on a déjà parlé, c'est le chef qui vient d'avoir une étoile verte et qui a un restaurant à côté de Chinon, à Ligré. Et lui, en plus, c'était particulier parce que toutes les autres personnes qu'on a rencontrées, c'était leur propre restaurant, avec leur propre potager. Ils travaillaient avec des chefs d'exploitation. Lui, il fait partie, en fait, il est chef du restaurant, mais ce n'est pas à lui. Et lui, ça a été une boule d'énergie comme nous, voire même plus hyperactif que nous. Donc, ça a été... C'est lui qu'on a bousculé dans les cuisines, mais il nous a aussi bousculé et passionnant parce qu'en termes de créativité, moi, c'est ça que je recherchais aussi en cuisine, c'est comment, à partir de ce que tu as dans ton potager ou dans ton exploitation agricole et selon la terre aussi que tu as, parce que c'est pas la même chose selon une terre argileuse ou une terre calcaire ou au nord ou au sud de la France, tu ne fais pas pousser la même chose. C'est comment tu arrives à créer et innover dans la gastronomie. Et nous, on adore avec Poulette inventer avec ce qu'on a dans notre cuisine. Et lui, ça a été une belle preuve. Un exemple, je pense, qui nous a marqué, c'était la guimauve. La guimauve. Il n'y a pas de cacao à Chinon. Bon, il n'y en a pas en France. Ça, le cacaoyer ne pousse pas parce qu'il faut 80% d'humidité. Et du coup... On se rapproche là à Paris.
On se rapproche avec la pluie. Ouais. Voilà, essaye de faire pousser un cacahuète, du coup. Mais du coup, lui, il se disait, je ne fais pas de dessert à base de chocolat, mais pendant 5 ans, il a essayé d'innover et de chercher comment faire une guimauve goût cacao chocolat, mais sans ça, sans le cacao. Et dans cette région, en fait, c'est une région calcaire et du coup, il y a pas mal d'exploitation et de production de champignons. Et il a réussi à faire une guimauve délicieuse et surtout qu'il nous faisait jouer. Il nous disait pas tiens, c'est une guimauve à base de champignons. C'était tiens, goûte la guimauve, dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, nous on adore ce genre de rencontre. Même chose pour le producteur du Hervé. Il nous a pas dit venez, je vous fais une petite visite de la. Ça c'est un grand moment de solitude quand même. C'est un beau moment de solitude. Il nous a dit ok, les filles, il pleut, c'est pas grave. Allez me chercher des navets, des choux raves et d'autres fruits et légumes, sauf qu'en fait c'est une production en permaculture, donc c'est très beau, mais il y a plein de choses qui sont cachées sous d'autres trucs et tout. On a mis 1 heure et quelques à faire le tour de la production, et du coup moi je trouve que ça a été un gros coup de cœur en termes de rencontres, d'apprentissage et de créativité culinaire. C'est incroyable ce qu'il fait et c'est délicieux. Oui, complètement. Et j'ai changé d'avis pour l'artiste. Je triche et je pense que... Et c'est surtout parce que j'ai réfléchi à ta question sur le truc qui peut-être résumerait le mieux sa perlipoulette. Et du coup, je pense que ça serait Lucie en artiste, qui est une artiste qu'on a rencontrée lors de la mi-saison. Donc, on a tourné entre novembre et décembre 2024. Et donc, qui, elle, vit près de Toulouse. Enfin, à Toulouse, d'ailleurs. Et... gros coup de cœur pour déjà pour la femme qu'elle est, pour l'artiste qu'elle est. Elle, en fait, elle est artiste plasticienne et elle a un rapport hyper particulier avec la matière. En fait, elle, dans son parcours, elle est ancienne compétitrice de judo à niveau professionnel. Donc, ses parents, eux aussi, sont issus d'un milieu agricole. Donc, elle a grandi dans une ferme. À un moment, elle s'est dit, je veux pas reprendre forcément la ferme familiale, mais par contre, le judo, c'est toute ma vie. Donc, elle a commencé par ça. Et en fait, c'était passionnant parce que de cette carrière-là en judo, elle l'utilise encore tous les jours dans son art parce qu'elle dit, en fait, quelque chose qui est encore dans son regard et sa manière de créer, c'est quand elle est au sol et c'est la vision des grands aplats de couleurs sur les tatamis. Et c'est des choses, effectivement, quand tu regardes ses œuvres, elle fait des œuvres avec des grands aplats de couleurs. Alors maintenant, c'est plutôt avec une technique de carreau de ciment et des choses comme ça. Donc, elle le transforme différemment, mais tu le retrouves. Même chose, elle te dit qu'elle était sur le tracteur de ses grands-parents quand elle était petite, assise à un certain endroit et que du coup, elle voyait l'horizon d'une certaine manière. Et ça aussi, elle le cette notion et cette recherche de l'horizon, tu le retrouves dans son travail. Et aussi ce rapport au corps et à la matière, de comment, quand elle crée quelque chose, c'est physique. Et donc ça aussi, c'est son passé de sportive de haut niveau qui parle. Et je pense que c'est assez représentatif de sa perlipoulette, c'est qu'elle a eu 1000 vies aussi, elle te les raconte. Elle était extrêmement... Je pense qu'on avait la même émotion, la même sensibilité, donc ça a matché aussi émotionnellement. Et je pense aussi que c'est une des meilleures soirées qu'on a passées de sa perlipoulette. Elle nous a accueillis chez elle, exactement avec sa compagne. Ah oui, c'est ça, c'est sa compagne qui nous a accueillis. Il y avait la fille de sa compagne. Elle nous avait préparé un super repas et on a passé la soirée à refaire le monde, à papoter au coin du feu. Après avoir passé une journée dans son atelier, elle nous a montré les lieux hyper symboliques pour elle, la fonderie où elle va. Enfin voilà, plein d'endroits symboliquement pour elle, importants. Là où elle a fait sa première exposition. Enfin, tu vois, voilà, elle nous a vraiment fait rentrer dans sa vie. Elle a pris le temps de réfléchir à des moments qui ont jalonné sa vie, qui étaient importants, qu'elle voulait nous partager. La soirée, on avait l'impression d'être comme à la maison, en famille. Et ce qui était chouette aussi, c'était à chaque fois il y a le lien, mais la soirée là, ils ont cuisiné avec le butternut du potager. Exactement. Non, mais c'est pour ça que tu vois, je pense que ça résume bien sa perlipoulette pour le coup. Lucie, c'était vraiment le cas. Et aussi,
Elle a été adorable puisqu'elle nous expliquait comment elle travaillait avec les marbres des Pyrénées, puisqu'elle est dans une région où du coup il y a beaucoup de marbres et elle les incorpore dans ses pièces. Elle les incorpore en fait dans ses carreaux de ciment. Elle travaille beaucoup avec la technique du carreau de ciment. Donc il y a toute une histoire autour. Voilà, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, elle était shoot parce qu'en fait à un moment elle nous expliquait et déjà nous il y a une première chose qui nous a interpellés. C'est tous les mots dont elle nous parlait, c'était des mots de cuisine. Donc elle faisait son biscuit. Donc c'est une des techniques pour travailler avec du ciment. Puis après il fallait, elle utilisait un chinois, c'était ça pour sa Ouais, chinois et tamine, ouais. Exactement. Donc c'est aussi des termes de cuisine. Donc on était morts de rire. Mais attends, mais c'est rigolo là. Elle me fait non, mais c'est les termes techniques vraiment pour ça. Et elle a dit mais en fait attendez, il y a rien de mieux que de le faire. Donc en fait, elle a dit allez, let's go les poulettes, on y va, on va faire une œuvre ensemble. Et du coup, on a fait une œuvre ensemble avec elle. Et on est reparti d'ailleurs avec une des 2 œuvres qu'elle nous a incroyablement gentiment offertes. Si on bascule sur le côté entrepreneurial de l'aventure, vous en avez un petit peu parlé du fait que ça vous fait des agendas. En tout cas, sur la première saison, ça a fait 3 semaines très très chargées. Mais quels aspects du coup entrepreneuriaux, on va dire, est-ce que vous n'aviez pas forcément imaginé avant de vous lancer, et lesquels sont les plus challengeants? Alors, le premier aspect déjà, c'était tout le début de campagne de financement participatif pour nous aider à se lancer et à lancer la première saison. Donc ça a été aussi toute une campagne de communication sur les réseaux. Il faut savoir qu'au départ, on n'est pas très réseaux sociaux toutes les deux, mais on a vite compris, on a tout de suite compris en fait qu'il fallait de toute façon aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Et si ça nous tenait à cœur de valoriser des personnes, fallait qu'on en parle et qu'on en parle à travers nous. C'est-à-dire, on avait été toqués ça, je pense qu'on l'avait pas vu. C'est peut-être le premier challenge, c'est ça, c'est qu'on a été toqués à des portes de maisons de production au départ avant même de faire la première saison. Et ils nous ont dit, les cocottes, c'est très sympa votre projet, mais allez-y, lancez-vous et faites-nous un portfolio. Et surtout, en fait, il faut que vous incarniez le projet. Parce que c'est cool d'aller voir Michel dans les champs ou des choses comme ça, ou une autre artiste, mais on va vous suivre et on va vouloir apprendre et écouter les parcours de vie de ces personnes si vous incarnez, vous, les Saperli-Poulettes, ça s'appelait pas encore Saperli-Poulettes, mais vous, les Sœurs Piquettes, parce qu'on s'appelle Pique, le projet. Et là, on s'est dit, oh mon Dieu, va falloir se prendre en vidéo, en selfie, en disant coucou, on est ici et tout, alors que c'est pas du tout on n'est pas du tout habitué à ça. Et du coup, notre premier exercice, on nous avait conseillé, en fait, entraînez-vous à vous filmer, raconter votre matinée à votre autre sœur. Du coup, donc on s'envoyait des petites vidéos de nous deux au départ en disant, salut, aujourd'hui, j'ai mangé du pain. Et c'est comme ça, c'était le plus gros challenge, c'est de se prendre en vidéo. Mais tout de suite, en fait, c'est toujours pas évident. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais et si c'est pour permettre de donner une visibilité à des personnes incroyables, on le fait et avec plaisir on le fait, même si c'est pas tout le temps évident. Il y a eu la recherche du coup, le financement participatif sur Ulule, mais qu'on a réussi à plus de 120%. Donc ça nous a permis même de financer la mi-saison et du matériel. Et là, le gros challenge aussi, c'est comment en vivre. Parce que pour l'instant, on n'en vit pas encore. Donc, c'est tout l'établissement du business plan, de la recherche de sponsors. Donc, on est en train de contacter plein d'entreprises. Là, ça a été décembre, janvier. Et maintenant, on a arrêté les montages vidéo et les montages de podcasts pour se consacrer à ça. Parce que ça a plein temps de toquer à plein de portes de maisons de production, d'entreprises qui peuvent nous accompagner pour faire la saison 2 de Saperli-Poulettes. Et aussi, Poul, tu veux prendre la main? Je pense que sur les challenges, il y a eu aussi, je pense, un challenge de légitimité. Alors, je pense que c'est propre à tout entrepreneur. C'est au départ, tu as une idée et comment tu l'as fait valider et comment ça devient quelque chose qui peut aller au-delà de ta propre envie et vraiment avoir une plus-value reconnue. Et en plus, je pense que nous, on vient peut-être d'une famille et d'un milieu où personne ne fait ça. Alors, l'entrepreneuriat, oui, pour le coup, oui. Mais le côté média, média, pas du tout. Donc déjà, il a fallu expliquer à notre grand-mère qu'on partait pas en vacances.
Elle nous appelait tous les jours, toutes les semaines, en disant oui, bah du coup, Eva, tu as trouvé du travail maintenant. Et du coup, ça a été un bon entraînement d'expliquer ton business plan à ta grand-mère. On le recommande à tout entrepreneur. Et toutes les semaines, et pendant des mois, là, elle a arrêté de nous appeler pour ça. Bon, elle comprend toujours pas, je pense, mais un peu mieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Et même nous, en fait, c'est des milieux qu'on connaissait pas forcément en tant qu'ingénieur en agronomie ou même dans le milieu de la culture. Le côté sponsoring, au départ, on connaît pas. Ou le milieu alors, des pour le médias. Côté, c'est plus le musée des médias, parce que moi, pour le coup, comme j'avais fait moi, je faisais du sponsor. mécénat, donc il y avait plutôt ça, mais c'est une autre chose de faire ça pour une institution culturelle comme l'Opéra de Rouen, ou de faire ça pour Saper-les-Poulettes. Ouais. Donc, ta propre entreprise. Et ça, pour le coup aussi, c'est un vrai challenge. Il y a un truc, et c'est pour ça que je pense que le challenge a été un challenge de légitimité, même de nous par rapport à nous, et par rapport aux autres. Et maintenant, on commence à voir qu'au bout de plusieurs mois, ça prend le cap, mais parce qu'il y a un truc concret qui existe aujourd'hui, qui est le montage. Tu peux écouter nos podcasts et tu peux regarder nos vidéos. Donc, il y a un truc tangible. Mais tant que c'était pas concret, c'était assez difficile. Et la légitimité, on l'a beaucoup gagnée grâce à nos Saperli-Pépites, pour qui c'était hyper naturel, en fait. Et on s'est dit, bon, bah, ok, ils nous prennent pas pour deux poulettes qui se baladent dans les champs, quoi, comme disait Manouche. Il y a un vrai truc. Et là aussi, Lucie, je me souviens, elle arrêtait pas de nous dire, mais waouh, le boulot, vraiment, parce qu'elle nous voyait, oui, bosser à fond. Donc, je pense que le côté légitime de l'entrepreneuriat et aussi de la temporalité. Je pense que ça aussi, pour tout entrepreneur, te dire, ok, bah là, on en a la phase où on sème. On sème plein de petites graines, et avant ça, tu as tout un énorme travail pour comprendre le milieu, identifier tes concurrents, identifier là où est ta place, parce que on s'est dit que c'est pas tant des histoires de concurrents, mais de proposer quelque chose qui n'existe pas encore. Or, dans le côté média, dans le côté podcast et séries documentaires, il y a déjà plein de choses qui se font sur YouTube et qui sont très bien. Donc en fait, trouver ta place, déjà, ça met du temps pour proposer le sujet le plus juste possible qui n'existe pas, où tu apportes ta propre patte, accepter effectivement d'incarner nous le projet, c'était la première étape, accepter qu'en fait ça fonctionne, et là on s'aime et se dire, bah en fait on commence à voir qu'il y a des retours positifs, mais faut être patient. Donc, je crois que donc la persévérance et le fait, je pense que la chance qu'on a, c'est que comme on est très complices et qu'on a le cerveau qui fonctionne pareil, c'est une chance de bosser avec sa sœur. Et je pense que c'est une des forces de Saper-les-Poulettes, c'est de se dire, bon, bah, en fait, tout va bien parce qu'on est deux et il faudrait qu'on soit beaucoup plus pour faire tout, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a 1000 postes en un, et des postes que tu découvres toi-même, mais on est deux et c'est déjà une grande force. Et on est optimiste aussi. Et persévérante, c'est ça. C'est tant qu'on nous dit pas non, on se dit, bah, c'est pas grave. On nous a pas répondu, mais ça veut pas dire qu'on nous a pas dit non. Donc, on continue. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui nous disent, mais ouais, vous continuez, quoi. Bah oui, en fait, on y croit. Et ça aussi, c'est une force. Et on croit en notre projet. Et du coup, tu sais pourquoi tu fais tout ça et tu sais pourquoi tu attends et tu continues à te lancer dans le projet. Ça nous permet d'être audacieuses. Voilà. Je pense que la persévérance, de toute façon, quand on entreprend, quel que soit le milieu, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Je partage souvent une statistique. Alors là, c'est très spécifique au milieu du podcast. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ça, mais il y a 80% des podcasts dans le monde qui ne dépassent pas le 8e épisode. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est assez fou parce qu'en fait, des podcasts, il y en a plein, mais des podcasts actifs, il y en a très peu. Donc, ouais. Donc, toi, t'en as combien? Toi, t'en as plus, je pense. Toi, t'en as plus d'une centaine, non? Ouais, plus de 200. Ouais, c'est ça. Tu fais partie des 20%. Donc, c'est bon, tu as la bonne stat. Voilà. Je sais pas s'il y a bonne stat ou mauvaise stat, mais c'est vrai que, souvent, pour avoir échangé avec beaucoup de gens qui voulaient démarrer leur podcast, il y a généralement dans les 3 à 5 premières questions, il y a le nombre d'écoutes. Combien d'écoutes est-ce qu'il faut que je vise? Et en fait, je pense que c'est peut-être pas la meilleure stat à regarder. Enfin, regarder des stats quand on se lance dans un projet, c'est peut-être de toute façon pas la meilleure approche. Mais
Mais voilà, je pense que, encore une fois, spécifiquement au podcast, ce que vous disiez sur la persévérance et l'optimisme, ça me paraît être essentiel. Excellent. Et ben, écoutez, c'est absolument génial d'en avoir appris plus sur Saperlippoulette. Du coup, la suite là pour vous, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous disiez que vous vous accrochez, que là vous êtes en plein démarchage, mais est-ce qu'il y a de grosses échéances, de grosses dates qui arrivent? Alors oui, là, on va arrêter, je pense, d'être à 100% sur la recherche de partenaires, puisqu'il faut le temps que ça se fasse maintenant. C'est plus entre nos mains. Et la grosse échéance qui vient, c'est que nous, on aimerait repartir en saison 2 cette fois-ci, et au mois de mai prochain. Et cette fois-ci, on ferait 3 régions qu'on a déjà en tête, dont une qui est un peu challengeante parce que peut-être on ne dit pas tout, mais on peut au moins en dire une, qui serait la Corse. Et donc, tu vois, on est en train de s'amuser à réfléchir est-ce qu'on fait une traversée en voilier? On a repéré des personnes, voilà. Comme on a aussi cette envie de montrer, on s'ancre évidemment dans la mouvance de voyager doucement, plus écologiquement parlant et des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, on est en train de regarder comment on peut faire ça. Ça ouvre de nouveaux challenges, mais je pense qu'on fera 3 régions, effectivement, au mois de mai. Et il y a aussi une autre date, là on est en pleine attente, on a postulé à un incubateur de médias émergents qui s'appelle Hôtel 71 et qui est en plus parfait pour nous parce qu'il est à la fois basé à Paris, à la fois basé à Lyon. Et du coup, on a postulé en novembre, on a été présélectionné, on a passé les oraux la mi-janvier et du coup, on attend une réponse. Et ça sera un beau booster, ça nous aiderait surtout sur la structuration du projet. Du coup, voilà, ça c'est, on peut pas te dire plus parce que là, on est en pleine attente. Mais c'était la première fois, tu vois, qu'on passait des oraux ensemble parce qu'on a été habitués toutes les deux à passer des oraux. Mais entre sœurs devant un jury de 7 personnes, c'était la première fois et on s'est éclaté. Donc en fait, on s'est dit, peu importe ce qui se passe, de toute façon, toutes ces étapes-là te permettent de te professionnaliser et on verra où ça nous mène. Mais l'année commence bien, je trouve. Même là, tu vois, ta rencontre, tu es le premier podcast qui nous accueille. Du coup, on est toutes fières aussi. Merci encore de nous faire confiance. Avec grand plaisir. Ça. Mais du coup, c'est chouette. Tu vois, il y a plein de petits trucs qui s'enchaînent et qui nous boostent aussi. Fabuleux. Un bon alignement de planète. Ouais, exactement. Et dans l'idée aussi, tu en dis qu'on aimerait bien, donc là, la saison 2, on l'a en tête, mais l'idée, c'est qu'on continue, on aimerait faire toutes les régions de France, évidemment. Partir à l'étranger. Et partir, voilà, dans les idées qu'on a et qu'on est en train d'explorer, c'est se dire qu'il y a aussi, toujours sur ce même modèle-là, mais il y a peut-être de belles choses à faire aussi dans des pays francophones pour commencer. Pour continuer à se développer au fur et à mesure, mais à horizon un petit peu plus loin que mai 2025 qui arrive à grands pas. Ça serait repartir effectivement après, probablement septembre-octobre, et après, pourquoi pas imaginer autre part en Europe ou dans des pays francophones. Ou les dom-toms. Moi qui ai grandi en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais alors, tu sais qu'on rêverait. Ça fait partie. Mais alors là aussi, l'histoire du voilier, on en a parlé avec Evanouche. Est-ce qu'on ferait pas en bateau, on troque le van pour faire un voilier. Ah, ça serait énorme, ça. On adorerait. On a plein d'idées, tu vois. Comme on te disait, on a la bougeotte, on adore découvrir aussi de nouvelles cultures, que ce soit du coup dans notre pays, mais ailleurs. Donc ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. En tout cas, s'il y en a qui veulent vous suivre, les liens sont en description de l'épisode, donc allez-y, foncez. Et puis moi, je voulais vous dire un grand merci à toutes les deux, Eva et Alexia. C'était un plaisir d'en apprendre plus sur déjà sur vos parcours, sur ce qui sur vos motivations, ce qui vous fait vibrer, et puis sur Saperlippoulette en particulier. Et puis je vous souhaite une excellente nouvelle saison et de très très beaux projets à venir. Merci beaucoup, Loïc. On est très contents de faire partie de l'équipe des Frappés. Parce qu'on adore ce nom aussi. Tous les parcours que tu racontes nous ont bien inspirés, donc merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode avec Alexia et Eva jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et vous le savez, je le répète régulièrement, si vous appréciez les frappés, le contenu que vous y trouvez, eh bien parlez-en. Parlez-en là aussi, le bouche à oreille est un excellent moyen de remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps de venir partager leur parcours exceptionnel au micro du podcast. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont décidé de soutenir financièrement cette fois-ci le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, ça se passe sur tipeee.com/les-frappés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés!